Aujourd'hui, où on accélère vraiment cette emprise sur le milieu au point de changer le visage de la planète entière. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une 6e extinction qui est en train de s'amorcer, que nous en sommes la cause. L'agriculture est aujourd'hui le premier responsable de l'effondrement de la biodiversité. Il faut être clair, ce que Trump et Xi Jinping sont en train de nous construire, c'est un monde chaotique. Ce qui me donne espoir, c'est que même au fond de l'abîme, les gens ont toujours le sourire, la main tendue. Ce podcast a été produit par Leaf Media et propulsé par Greenly, une solution qui permet aux entreprises de s'engager concrètement pour le climat. Greenly permet aux entreprises de mesurer leurs émissions de CO2 à travers le bilan carbone, l'analyse de cycle de vie, de réduire leurs émissions, trajectoire SBTi, et de se mettre en conformité, CSRD, CBAM et autres frameworks. On accompagne plus de 3000 clients à travers le monde, des entreprises de toute taille, de tout secteur d'activité. Alors, n'attendez plus pour rejoindre le mouvement des entreprises engagées. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Leaf Media. Je suis Arnaud, cofondateur et CMO de Greenly. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Laurent Testo. Laurent, bienvenue sur Leaf Media. Pour démarrer rapidement, je te propose de te présenter en quelques mots, de nous expliquer comment tu en es venu justement à t'intéresser à l'histoire des grands changements environnementaux et à l'impact humain sur la planète. Donc Laurent, le micro est à toi pour une présentation courte. Merci Arnaud. Je suis vulgarisateur scientifique aujourd'hui. J'ai commencé comme journaliste scientifique en histoire. Et à un moment, j'ai découvert l'histoire globale qui voulait répondre à la question à ses origines. Pourquoi l'Europe a-t-elle dominé le monde, notamment au XIXe siècle, et imposé ses valeurs et créé finalement le monde dans lequel nous vivons ? Et chemin faisant, en fait, j'ai découvert que les fondateurs de l'histoire globale, ils avaient commencé avec des explications très coloniales, genre on était les meilleurs guerriers, on avait fait la révolution scientifique, on était plus intelligents que les autres, etc. Mais ça ne tenait pas à l'examen des faits. Et finalement, ils en sont arrivés à l'idée que c'était des changements environnementaux, des hasards environnementaux qui avaient permis à l'Europe de dominer. Et du coup, j'ai fait de l'histoire environnementale globale, sur le temps long, les grandes distances. En repassant par toutes les périodes, toutes les grandes périodes, etc. de la civilisation. Oui. Quand on détisse, ça va même au-delà de la civilisation. On peut remonter à 3 millions d'années depuis que les premiers homos sont apparus. On se demande quand ils ont commencé à changer leur milieu, peut-être 5 millions d'années. Il y a 50 000 ans, c'est certain, on altère déjà bien nos milieux, avec le feu notamment. Et puis aujourd'hui, où on accélère vraiment cette emprise sur le milieu au point de changer le visage de la planète entière. Alors avant d'entrer dans le vif et dans les grands enjeux environnementaux, j'aimerais commencer par une question qui concerne un roman que vous avez publié en 2018, si je ne m'abuse, un sujet un peu plus inattendu, justement sur le sujet et l'histoire des chiens. Mmh. Et moi, la grande question, donc, au moment de préparer cette interview, c'est vrai que je me suis dit, c'est étonnant d'aller explorer justement ce sujet-là et d'aller voir quelles sont les passerelles qu'on peut faire sur ces deux espèces-là. Donc, qu'est-ce que l'histoire des chiens nous apprend sur l'humanité ? La capacité à changer le vivant. Quand aujourd'hui on croise un chihuahua ou un bulldog français, il faut se dire qu'il y a 17 000 ans, c'était un loup gris. Voilà. Cela montre à quel point nos ancêtres ont déjà pu modeler sur le temps long les caractères même du vivant. Alors, Homo canis n'est pas vraiment un roman, c'est un récit à la première personne. Les chiens racontent comment ils ont été modifiés par les humains. Et tout ça s'appuie sur les recherches scientifiques qui montrent comment nous avons sélectionné ces animaux et pourquoi ils ont été fondamentaux pour l'établissement de la civilisation. En fait, il y a beaucoup de gens, lorsqu'on leur demande pourquoi le chien a-t-il été domestiqué, ils s'imaginent des trucs du style « c'était pour garder les biens ». Mais les gens n'avaient pas de biens. C'était pour chasser. Mais en fait, quand vous avez un chien assez sauvage, assez primitif, et que vous chassez avec, vous n'allez pas manger grand-chose. C'est le cas du dingo en Australie. Il peut vous aider à chasser le gibier, mais il va essayer de le garder pour lui. En fait, les chiens ont été des vides ordures. Ils mangeaient nos déchets. Et ils ont permis ainsi la sédentarisation. Sans les chiens, il n'y aurait peut-être pas eu de civilisation. Voilà, alors c'est cette histoire-là que j'ai eu envie de raconter pour qu'on regarde nos compagnons d'un autre œil. Ça a été quoi le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé voir de ce côté-là, les loups gris, la transformation C'est parce que il y a longtemps, j'ai eu l'idée de faire un tour du monde avec ma compagne. Et puis, de continent en continent, les chiens agissaient complètement différemment. Quand vous êtes en Amérique latine, les chiens vous accompagnent. Vous traversez un village, il y a un chien qui se lève, et puis qui vient avec vous, et puis qui va marcher avec vous toute la journée. Et il y en a d'autres, comme en Indonésie, où les chiens vont converger sur vous en grognant, essayer de vous intimider, etc., pour avoir de la nourriture.
nourriture. Et en fait, les locaux ne se laissent pas intimider, ils les brutalisent, etc. Et donc, j'ai réalisé que c'était une relation culturelle qui nous liait aux chiens, que c'était le comportement des humains qui changeait complètement le comportement des chiens. Et j'ai eu envie de creuser un peu ça, de savoir pourquoi on avait des rapports très différents aux chiens suivant les endroits où on se trouvait sur la planète. Et alors, ce qu'il est dit justement, et ce que j'ai un peu, ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y avait la question de le loup qui a finalement appris à vivre avec l'homme et qui avait ce besoin de se dire qu'il pouvait gagner en étant au contact de l'homme et en s'adaptant, donc petit à petit à se laisser apprivoiser pour mieux faire force. Et donc, en quoi cette relation, elle a influencé finalement l'histoire des sociétés humaines? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses sur la domestication. Je suis assez convaincu qu'effectivement, c'était une symbiose. Les loups ont suivi les campements humains. Il y avait des choses qui faisaient qu'il y avait des interactions positives entre les deux et que chacun gagnait à l'association. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas parce qu'on maîtrise complètement la sexualité des chiennes. Ce n'est plus une symbiose, c'est littéralement une manipulation. Le chien est devenu un objet, on le crée à volonté, on change son aspect à volonté et on en a fait un bien de consommation. Depuis notamment le 19e siècle, lorsqu'on a créé les races avec des livrets qui disaient que telle race, ça doit être telle taille, tel type d'oreille, tels yeux, bref, tel stop, telle longueur de museau. Mais avant de créer des chiens en série, comme on le fait aujourd'hui, on en est passé par d'autres phases. Et ce sont ces phases-là qui sont intéressantes à étudier, je trouve, parce que de tout temps, les chiens ont reflété ce que nous nous apprêtions à faire aux humains. Par exemple, on a commencé à nettoyer en Occident les villes des chiens nettoyées, entre guillemets. Ils mangeaient nos ordures, etc. Et puis, il y a eu une bascule. Il y a eu ce qu'on appelle les canicides. On a exterminé les chiens, sauf ceux qui pouvaient être associés à un maître avec des papiers, des choses comme ça, avant d'obliger les humains eux-mêmes à avoir des papiers, à essayer de faire en sorte qu'ils ne dorment plus dehors, etc., etc. En d'autres termes, on a toujours testé sur les chiens ce qu'on s'apprêtait à tester sur les humains plus tard. Donc ça nous dit aussi cette histoire, beaucoup sur les humains. Et la grande crainte de Caniche, à la fin d'Homo Canis, c'était d'être remplacé par des robots ou d'être complètement lobotomisé sous forme de clone. C'est peut-être le destin qui attend l'humanité si on laisse trop partir dans les versions techno du futur. Et donc, et j'ai vu, alors je crois qu'il reste à peu près entre 200 et 400 000 loups gris aujourd'hui. On voit que du coup, les chiens, plus d'1 million. Donc on a tendance à plus d'un milliard. Entre un demi-milliard et 1 milliard sur Terre, on a du mal à les recenser. On a du mal à les recenser, ce qui montre du coup qu'il y a une espèce qui est en train justement de se remplacer pour disparaître, une espèce qui va disparaître au profit d'une qui se démultiplie. J'espère que les loups ne vont pas disparaître. En tout cas, ce sont des animaux formidablement adaptables. Je pense qu'ils vont survivre, mais ils sont très menacés aujourd'hui, oui. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres espèces qui sont... vous avez fait cette étude-là, justement, sur les chiens. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui s'adaptent de la même façon ou qui ont le potentiel de s'adapter de la même façon? C'est-à-dire les chiens ou les loups? Non, enfin, en général, parmi les espèces, justement, toutes les espèces sur Terre qui cohabitent avec l'homme sur cette planète, est-ce qu'on a vu des modèles similaires? Alors, le chien, c'est une exception, c'est-à-dire il a été domestiqué il y a au moins 18 000 ans, alors que tous les autres animaux, c'est au début de l'Holocène, la période tempérée dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire il y a 11 500 ans ou plus tôt. Voilà. Okay. Et la plupart, c'est 5-6 000 ans. Donc, le chien, c'est celui sur lequel on a le plus grand long retour. Sur investissement. Okay. C'est pour ça qu'il est fascinant. C'est aussi celui qui est le plus humanisé. Comme nous, il est capable de digérer l'amidon parce qu'on lui a transmis ce gène-là. Il y a eu des échanges génétiques en fait avec le chien. C'est ça qui est fascinant. Il s'est adapté à nous, c'est-à-dire il ne vit que pour nous. Il est capable de lire notre regard, ce qui est exceptionnel dans le règne animal, alors que lui n'en a pas besoin. Il n'a pas de sclérotique, il n'a pas de blanc dans les yeux. Est-ce qu'il n'y a pas les corbeaux aussi Alors si, aujourd'hui on sait que d'autres animaux en sont capables, mais de façon beaucoup moins instinctive que le chien. C'est-à-dire, un chien, vous lui dites, va chercher la balle verte. Or, vous avez une balle rouge et verte, et bon, un peu genre daltonien, il est incapable de distinguer la rouge du vert, mais il va aller chercher la bonne balle parce qu'il va lire avec précision le regard pour savoir de quelle balle il est question ce jour-là. Voilà. D'accord. Et donc, un sens de l'observation, finalement, qui est bien plus poussé. C'est pas ça. C'est qu'il faut imaginer la reproduction normale d'un chien. Une chienne donne plein de chiots. Ouais.
Quand une louve donne très peu de louveteaux, Une et il fois faut par an. mobiliser toute la famille. Oui, c'est une fois tous les 2 ans. Tous Il les faut 2 ans. mobiliser toute la famille, une dizaine de loups adultes, pour apprendre aux louveteaux à survivre. Donc, au bilan, vous avez 20 loups adultes qui vont apprendre à 3 ou 5 louveteaux à survivre pendant 2 ans. La chienne, elle crache une portée de 6 ou 8 tous les 7 mois. Et Ouais. donc, elle produit énormément. Et donc, ça vous oblige, vous en avez trop, ça vous oblige à les tuer. Et vous pouvez ainsi sélectionner les caractères qui vous arrangent. Pourquoi vous avez des lignées de chiens blancs? Parce que vous sélectionnez que les chiens blancs. Pourquoi vous avez des lignées de chiens agressifs? Parce que vous sélectionnez dans la portée le chiot qui va vous mordiller, qui va avoir du répondant, etc. Et on peut ainsi sélectionner les chiens. Et c'est pour ça, en fait, que les chiens qui ont survécu, ce sont ceux qui ont finalement le plus appris à nous plaire. Ceux qui ont un faciès un peu écrasé qui rappelle celui d'un bébé, avec des grands yeux qui vous apitoient, qui font que vous allez les nourrir. Le chien est à l'écoute de notre regard parce que c'est ceux qui savent mieux lire notre regard, nous apitoyer, nous regarder, entrer en empathie avec nous, qui ont survécu. 18 000 ans de sélection naturelle. Tous les 2 ans, il y a des chiots qui ont levé les yeux vers les humains pour essayer de les apitoyer, pour avoir à manger, pour survivre. Et ben, au bout de 18 000 ans, vous avez ce compagnon merveilleux qui est vraiment taillé pour vous écouter à votre service. En parlant de relations anciennes, on voit que l'histoire humaine est aussi marquée par des changements environnementaux qui ont modelé nos sociétés. Dans tes recherches, il y a des événements majeurs que tu mentionnes. Il y a notamment eu l'assèchement du Sahara entre 5 000 et 10 000 ans qui a forcé des populations à migrer, à se déplacer. Et moi, la question que j'ai envie de poser, c'est comment ces grands bouleversements d'origine naturelle ont façonné aujourd'hui nos sociétés. Alors, pour le Sahara, ce qui est fascinant dans ce qu'on appelle le Sahara vert, il y a Sahara 7000 ans, par exemple, le Sahara était une grande savane avec des points qui ressemblent un peu à l'Okavango aujourd'hui en Afrique australe, c'est-à-dire des endroits où il y avait de l'eau, où les animaux, des grands animaux étaient présents, notamment des éléphants, donc c'est qu'il y avait des forêts, c'est qu'il y avait... Voilà. Et on y a domestiqué l'auroch, c'est un des 3 épisodes de domestication de l'auroch qui a donné nos vaches actuelles. Donc il y a eu... on y a aussi domestiqué différentes céréales, dont le millet, etc. Donc il y a eu un néolithique africain au Sahara. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi, mais l'hypothèse dominante, c'est plus qu'il y a eu des variations de courants marins qui font que le Sahara s'est aridifié, peut-être un changement d'axe terrestre. Enfin bon, il y a plusieurs hypothèses qui jouent. Tectoniques des Certains plaques, vont même évoquer une possible action humaine, trop de feu anthropique, mais c'est peu probable. Enfin voilà, bref. Quoi qu'il en soit, le Sahara s'est aridifié entre il y a 5000 et 3000 ans, ce qui a poussé des populations à rejoindre le Nil, où il y avait toujours de l'eau et donc une possibilité d'intensifier les récoltes, etc. Et ce flux de population a permis justement à la civilisation égyptienne de prospérer. Voilà, ça a été un des déterminants de la civilisation égyptienne. Et ce qui s'est passé dans ce cas justement du Sahara vert, je disais d'autres études qui disaient que potentiellement c'était des cycles qui se reproduisaient à échéance de 15 000, 20 000 ans. Oui, est-ce que c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui de se dire demain le Sahara redeviendra à nouveau complètement vert? Alors jusqu'ici, le climat il était conditionné par ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch, qui sont 3 cycles qui s'interconjuguent pour rythmer le climat terrestre sur des périodicités de 20 000 et plus, 20 000 et 100 000 ans à peu près, et 47 000 ans pour un des 3 cycles. Mais en fait, on a foutu le bordel. C'est-à-dire que là, on a tellement mis de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'on a complètement changé cette trajectoire. Normalement, on devrait maintenant s'acheminer vers un épisode de plus en plus froid, vers un retour de la glaciation, mais on est franchement parti pour une grande plage de chaud. De chaud. Et est-ce que ce qui s'est passé au Sahara, finalement, s'est produit ailleurs? Est-ce qu'on a vu des phénomènes similaires se produire ailleurs qu'au Sahara, sur des vastes plaines? Il y a 5-4 000 ans aussi, la Chine du Nord va commencer à s'aridifier, ainsi que le Moyen-Orient. Ce sont des endroits qui sont beaucoup plus enforestés et beaucoup plus fertiles, avec beaucoup plus de biomasse qu'aujourd'hui. Là, en revanche, j'ai tendance à penser, mais c'est en discussion, ça peut aussi être les grandes variations climatiques ont joué.
et contribuer à aridifier. Mais j'ai tendance à penser que la déforestation très importante sur le Moyen-Orient, et je ne suis pas le seul, je vulgarise la pensée de chercheurs, a fortement contribué à l'aridification du Moyen-Orient. Mais il faut vraiment penser que là où sont nés les grands États, en Mésopotamie, etc., les premiers empires, c'était des endroits beaucoup plus enforestés qu'aujourd'hui. Une seule preuve, il y a 3000 ans, il y avait encore pas mal d'éléphants en Syrie. Ce qui prouve qu'il y avait des forêts. Et les Assyriens chassaient l'éléphant pour son ivoire. D'accord. En parlant de ces grands changements, vous mentionnez également des périodes où l'environnement a radicalement changé, forçant les humains à redéfinir leur rapport à la nature. Comment ces premiers humains ont-ils commencé à remodeler leur environnement à une échelle mondiale ? Alors, peut-être il y a très longtemps. Je vais m'appuyer sur les travaux de Earle Ellis, qui est un géographe qui a beaucoup travaillé sur cette notion. Lui, il pense qu'il y a 10 000 ans, 75% des biotopes terrestres sont modelés par les humains parce qu'ils brûlent le paysage. Et cela change littéralement la productivité de la biomasse. Vous avez des plantes beaucoup plus jeunes, beaucoup plus grasses, beaucoup plus succulentes à manger. De même, vous orientez le type d'animaux qui va y vivre. Par exemple, les Amérindiens ont probablement, lorsqu'ils sont sortis de la glaciation, ils étaient présents dans les Amériques lorsqu'ils sont sortis de la glaciation il y a 12 000 ans, on va dire, en gros. Et là, la forêt a commencé à pousser. Dans les Grandes Plaines, les Amérindiens ont brûlé les Grandes Plaines pour avoir du gibier de type bison, de type cervidé, qui s'accoutumait beaucoup plus d'un milieu ouvert que d'un milieu fermé. On sait qu'en Australie, cela fait au moins 40 000 ans que les aborigènes brûlent régulièrement leur milieu pour pouvoir en orienter la productivité et se nourrir. C'est littéralement du jardinage avec la torche, ce qu'on appelle le fire stick farming en anglais. La même chose vaut pour l'Afrique du Sud, où on a des traces à 120 000 ans aujourd'hui. On découvre même récemment qu'apparemment en Europe centrale, Néandertal aurait fait de même il y a 60 000 ans. Brûler son milieu pour en orienter la productivité. Donc ça fait très longtemps qu'on change. Qu'on change les paramètres. Dans ce cadre-là, on a également apparemment contribué à l'extinction des grands animaux. Il existe aujourd'hui à peu près 2/3 de moins d'espèces de grands animaux, c'est-à-dire d'animaux de plus de 45 kilos, que ce qu'il y avait il y a 50 000 ans. C'est colossal, c'est abyssal, mais avec le changement climatique, le réchauffement climatique d'il y a 12 000 ans, nos ancêtres ont probablement précipité dans la tombe un grand nombre d'animaux. Alors, ça dépend des régions. Ça dépend des pratiques. C'est une histoire qui reste encore à écrire, mais il est très probable que nous avons contribué avec le changement climatique à l'extinction d'un certain nombre de grands animaux dans la période d'il y a 50 000 à 5 000 ans par le changement de couverture végétale, par la surchasse, par différents paramètres. Alors on a envie de te demander du coup vers quoi on tend si on continue sur cette trajectoire-là et dans ce scénario-là. Qu'est-ce qu'on sera amené à voir justement dans 5, 10, 15 000 ans c'est quoi le futur justement Alors, on a vraiment accéléré la chose et on l'a intensifié. C'est-à-dire qu'en gros, notre impact sur les écosystèmes, mettons qu'il commence il y a 50 000 ans avec un feu anthropique de plus en plus fréquent, on change les écosystèmes, mais on arrive quand même à les entretenir et parfois à les stabiliser, voire à leur donner plus de biodiversité. C'est le cas par exemple dans la forêt amazonienne. Les Amérindiens ont accompagné sa croissance et ils l'ont diversifiée depuis 10 000 ans. Voilà. Et puis, on commence à vraiment accélérer ça avec les grands empires. Il y a peut-être 3000 ans, on commence à densifier notre empreinte écologique. Et aujourd'hui, surtout depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, on accélère ça avec une dimension absolument inédite. Et du coup, on ne va pas faire de pronostic sur 5000 ans. J'ai déjà du mal à en faire sur le siècle qui vient. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une 6e extinction qui est en train de s'amorcer, que nous en sommes la cause, que le taux d'extinction des espèces est aujourd'hui 1000 fois plus important que ce qui serait sans nous. Et c'est un facteur 1000, c'est peut-être 10 000. C'est peut-être 100 pour les plus conservateurs des biologistes. Mais en tout cas, nous avons démesurément augmenté notre empreinte écologique sur Terre vis-à-vis du vivant. Et nous sommes en train de l'éroder à grande vitesse. Et le changement climatique que nous avons également initié aggrave encore cela.
Donc aujourd'hui, je suis incapable de répondre à la question, tout simplement parce que ça dépend de décisions politiques. Est-ce que nous allons protéger sérieusement les écosystèmes ou pas? Est-ce que nous allons rester dans des rêves complètement fous de pouvoir les contrôler avec la technologie ou pas? Voilà. Et de ces décisions politiques qui sont en train d'être prises dépend complètement la trajectoire du système Terre et de l'humanité dessus. Est-ce qu'il y a déjà des trajectoires ou des choses, enfin des chiffres à court terme sur l'impact qu'on pourrait avoir et sur la disparition d'espèces, peut-être à 2100? Enfin, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que nous dit justement On ne sait les pas scientifiques mesurer. là-dessus? En très On mesure gros, pas. on n'a pas fini de recenser le vivant sur Terre, de très loin. Il y a d'énormes trous dans la raquette. Quand on prend des outils conservatoires du style, on ne regarde que les espèces que l'on suit. On suit peut-être 60 000 espèces aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est souvent des grosses espèces. Et qu'on peut les mettre dans des zoos et qu'on peut dire donc elles ne sont pas éteintes. Mais si on prend le cas du tigre, par exemple, il y a encore un siècle, il y avait des tigres dans toute l'Asie. Oui. Depuis la Turquie jusqu'à la Chine, en passant par... Et ils ont disparu de la plupart des écosystèmes où ils étaient. Il en reste des poches parce qu'on a pris des mesures pour les protéger des braconniers. La même chose peut être dite pour les éléphants. Voilà. Et ce sont des espèces-là qui n'ont pas encore disparu, qui pourraient disparaître, Ouais. mais qu'on va maintenir dans des zoos. En revanche, quand on ratiboise pour faire du soja transgénique des hectares entiers de l'Amazonie, il faut savoir qu'en Europe, il y a 300-400 arbres indigènes dans les forêts. En Amazonie, sur 4 hectares, on a relevé jusqu'à 800 arbres indigènes. Il y a plus de biodiversité dans 4 hectares d'Amazonie qu'il n'y en a dans l'ensemble des forêts européennes, si on parle d'arbres indigènes. Et quand on rase des hectares entiers, voire des millions d'hectares en Amazonie, ce qui est en train d'arriver, on détruit des biodiversités uniques. Certaines estimations qui sont assez fiables estiment qu'on a détruit depuis 40 ans 7% des espèces dans le monde, des espèces de micro-organismes, des espèces d'insectes, des espèces... Voilà. Globalement, c'est une estimation globale d'après quelques sondages qui ont été effectués dans les forêts tropicales et un report de combien on a déboisé, combien a pu être détruit. Voilà. Donc, ça donne une idée. On a détruit 7% et on est en train de continuer à détruire. Mais c'est une estimation. Si c'est 9%, si c'est 5%, on n'en sait rien. Bien Ça sûr. donne une idée de cette érosion, de la rapidité de cette érosion. Tu parlais de justement l'action politique, ça dépendait essentiellement aussi de ce que les politiques allaient mettre en place par rapport à ça. Toi, par exemple, à ton échelle, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour entraîner les politiques dans cette prise de conscience-là et dans cette action? Comment est-ce que dès qu'on a conscience du problème, on sait quels sont dans les grandes lignes le plan d'action, comment est-ce que justement on entraîne des politiques et ces décideurs à aller dans cette direction-là? Est-ce que par moment, on n'a pas l'impression justement d'être une petite chose qui n'est pas entendue Alors, le plus efficace au niveau des entreprises, c'est lutter contre le lobbying. Par exemple, aujourd'hui, l'agriculture, elle est ultra subventionnée, elle est fléchée, mais elle est fléchée au bénéfice des gros. C'est-à-dire, en gros, avoir plus de terrain, avoir plus d'intrants, avoir plus de mécanique. C'est complètement antagoniste avec l'intérêt de l'humanité. Il faut être clair, l'agriculture est aujourd'hui le premier responsable de l'effondrement de la biodiversité, de la surconsommation de l'eau douce, et on pourrait ainsi citer un certain nombre de limites planétaires qui sont affectées avec l'agriculture comme premier responsable ou comme deuxième responsable. Voilà. Et les pouvoirs publics pourraient réfléchir ça pour repeupler les campagnes, faire une agriculture plus respectueuse de l'environnement, une agroécologie où on prend en compte les équilibres naturels, la restauration des écosystèmes, etc., où on finance les agriculteurs pour qu'ils soient plus dignes, qu'ils ne dépendent plus de produits ou de marchés complètement déconnectés du réel, mais où leur travail est à la fois valorisant et rémunéré à la juste valeur. On a tous les outils au niveau du politique pour le faire. Ce qui manque, c'est une vision d'ensemble et le fait de ne pas être inféodé à quelques intérêts de grandes firmes. Voilà. Je suis terrifié pour ma part d'entendre des responsables politiques souvent épouser le discours de la FNSEA sans aucun recul. Je pense qu'il est urgent de crier le réel. Le réel, c'est que l'agriculture, aujourd'hui,
elle empoisonne les eaux. Ce qui force les communes, d'ailleurs, soit à distribuer de l'eau en bouteille à leur population, soit de payer extrêmement cher des services de nettoyage de cette eau à cause de ce qui en découle. On a les algues vertes en Bretagne, on a des problèmes sanitaires qui deviennent de plus en plus criants et pour l'instant, le gouvernement s'emploie surtout à faire taire les mécontentements, en sortant parfois même de la légalité. Donc pour ma part, je suis extrêmement inquiet par rapport à cette situation et je pense qu'on pourrait changer les trajectoires si on se réunissait autour de la table et qu'on dise aux agriculteurs, vous pouvez faire différemment, mais il faut tout remettre à plat. C'est quoi justement quel type d'action que lorsqu'on n'est pas entendu et justement que parfois il y a même des mises en illégalité de la part du gouvernement sur ces questions-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut une méthode plus radicale? Est-ce qu'on n'est pas assez ferme dans les actions, dans les oppositions? Je suis pas un spécialiste de ces questions-là. Ce que j'essaye de faire, c'est de poser ce qui est consensuel, constat scientifique. Voilà. Il y a d'autres personnes qui militent, qui le font très très bien, et qui essayent de convaincre, qui se battent pour ça, Camille Etienne et d'autres. Donc je préfère leur laisser la parole sur ces questions-là. Je pense que chacun a son poste. Je pense qu'il faut tout tester, effectivement. La radicalité marchera peut-être dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est discuter avec les gens, c'est faire face, connaître diffuser ce dont on parle, diffuser le message, le relayer. Après, voilà, le réel, il est là. Le réel, il est que les intérêts économiques décident aujourd'hui. Peut-être convient-il aussi d'introduire d'autres métriques dans l'économie que celles qui ont été imposées à seule fin de surproduire. Peut-être aussi convient-il d'essayer de convaincre les gens de réfléchir à ce qu'ils achètent. Tout est utile dans ce cadre-là, mais il faut... Consommation plus responsable, voilà. On revient souvent sur ça. Il y a énormément de combats à mener, et souvent, ces combats-là gagnent en efficacité quand on se concentre sur certains points, en ayant quand même une vision d'ensemble. Vous avez écrit sur le concept de l'Anthropocène, une époque où les activités humaines influencent profondément le système terrestre. Et dans votre livre, justement, Cataclysme, vous soulignez comment l'agriculture et d'autres activités humaines ont fait de cette ère un moment charnière pour la planète. Pour moi, j'aimerais savoir déjà qu'est-ce que l'Anthropocène signifie pour toi. Donc une description et une définition simple, et comment nous avons fait la transition justement vers cette ère. Alors oui, c'est une époque géologique qui est proposée par un collectif scientifique, l'Anthropocène, et qu'a priori ce collectif souhaite fixer justement à partir de 1950. Voilà. C'est vraiment en débat. L'idée est que en fait, nous sommes la première force à modifier aujourd'hui la Terre. C'est-à-dire qu'effectivement, nous produisons plus de matière artificielle que la nature ne produit de biomasse. Nous recouvrons la Terre de nouvelles entités, c'est-à-dire des corps chimiques qui n'ont encore jamais été vus, comme le plastique, l'épiface, etc., qui ont la particularité de reprogrammer le vivant, de changer... Nous changeons également le climat en émettant des gaz à effet de serre, et aussi, c'est moins connu, par les aérosols que nous avons envoyés dans l'atmosphère. Nous changeons littéralement la composition chimique de l'océan puisque nous sommes en train de l'acidifier. Oui. Bref, c'est l'époque de l'homme tout-puissant ou de l'humain tout-puissant. Qui transforme son environnement et qui prend la main en fait, sur les processus naturels. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça n'aura qu'un temps. C'est-à-dire qu'à force de changer les paramètres fondamentaux du système Terre, qui sont ceux qui permettent l'habitabilité de la Terre pour l'organisme extrêmement complexe que nous sommes, il va y avoir un moment où on va tellement pousser le bouchon loin que ça va craquer et qu'on ne pourra, par exemple, plus produire d'aliments sur Terre, en tout cas pas pour les 8 milliards et quelques que nous sommes aujourd'hui. Il y a un moment où, si nous continuons sur cette lancée, nous allons devoir faire face à nos responsabilités, la nature va nous présenter la facture,
Elle l'a déjà fait, hein. Il suffit de regarder Los Angeles brûlé en janvier dernier sur les réseaux sociaux et on aura une idée de ce que ça peut donner. Qui deviendra un jour inhabitable d'ailleurs, visiblement, où il y a déjà des choses qui montrent que d'ici une cinquantaine d'années, Alors, ce tout sera dépend de la potentiellement rayé de la trajectoire. carte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on arrive à décarboner, on va se maintenir à 2,5 durant la seconde moitié du 21e siècle. Si on part vers 3 ou 4 degrés, effectivement, 4 degrés, je relisais hier Marc Linas sur ses Marc Linas, c'est un journaliste scientifique qui a vulgarisé dans ses livres ce qui se passait à 2, 3, 4, 5, 6 degrés. Voilà. Donc j'ai regardé le chapitre sur les 4 degrés. La moitié de la Terre ressemble au Sahara. La moitié de la surface agricole utile aujourd'hui cultivée s'est transformée en Sahara. Les dernières forêts sont en train de brûler. Nous sommes en 2100. Des milliards de gens sont en train de fuir l'apocalypse. Voilà. Cet univers-là, on n'a pas forcément envie de le connaître, on n'a pas envie que nos enfants le connaissent. Et c'est pourquoi il est extrêmement important aujourd'hui d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Là, le rapport de l'Agence internationale de l'énergie est sorti l'an dernier. Ils sont très contents. On a ralenti les émissions, le surcroît d'émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on a émis 1,6% de plus que l'an dernier, alors que l'année dernière, on avait émis 2,4% de plus que l'année précédente. C'est gentil, mais on est supposé faire moins 7, moins 8, moins 9% pour être raccord avec nos objectifs pour 2050. Donc pour l'instant, on n'y est pas. On continue à être dans le scénario du pire. Et cela nécessite vraiment une prise de conscience urgente des décideurs. Et toi, justement, avec on va dire les dernières actualités, les dernières grandes actualités politiques, et notamment, par exemple, les États-Unis qui se désengagent des accords de Paris, qui se désengagent de la question environnementale, de tous ces objectifs qui avaient été fixés. Comment est-ce qu'on réagit face à ça ? Est-ce qu'on a encore envie d'y croire et de se dire qu'il est possible d'inverser la tendance ? Est-ce qu'il faut attendre 4 ans et voir avec le successeur? On est dans une situation aujourd'hui qui est quand même extrêmement complexe. Alors, ce qu'il y a de bien avec l'histoire globale, c'est qu'elle nous permet de sortir de la téléologie, c'est-à-dire l'histoire à rebours. On se retourne et on se dit, tiens, on ne pouvait qu'aboutir ici. En fait, l'histoire globale montre qu'à tout moment, on est à un carrefour et qu'on est complètement aveugle par rapport au futur. Je serais presque provoquant. On a tout essayé, sauf vraiment le programme à la Trump. Peut-être Trump va-t-il avoir un effet positif. Alors là, je suis à la limite de l'humour noir. Ne m'en veuillez pas, ne hurlez pas derrière vos écrans. Mais l'idée, c'est que Trump, son premier mandat, le peu de conneries qu'il avait déjà réussi à faire, on avait calculé qu'il avait contribué à 1% de baisse des émissions de CO2 quand même, avec toutes ces merdes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est à la tête de la première puissance consumériste du monde et de la deuxième puissance émettrice de gaz à effet de serre, la Chine ayant dérobé la place aux États-Unis à la fin des années 2010. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que là, il y va fort. Il a bien réfléchi à la façon dont il pouvait casser le système. Et en pratique, il est en train d'affaiblir l'hégémonie des États-Unis. Or, l'hégémonie des États-Unis, elle est basée sur une consommation énorme d'hydrocarbures, etc. Le slogan idiot de Trump, « Drill, baby, drill »,« Fort, bébé, fort », eh ben, peut-être que ça va lancer effectivement une guerre à la surproduction d'hydrocarbures, parce que en retour, la Russie ou l'OPEP ont décidé aussi de faire la même chose pour essayer de tuer le système américain, parce que le système américain il a besoin d'un baril à un prix assez élevé pour que ce soit rentable. Ouais. En revanche, les Russes et les Saoudiens, ils peuvent se permettre d'être sur un prix de rendement moindre, parce que ça leur coûte moins cher d'exploiter, en gros. Donc, peut-être que c'est comme une gueule de bois. Avec Trump, l'humanité va peut-être prendre une grosse claque derrière les oreilles et sortir en titubant du choc, mais peut-être elle va se réveiller en se disant « plus jamais ça ». J'ose l'espérer. C'est-à-dire ça sert en fait de réaction et d'apprentissage de cycle. Il faudra des chocs avant qu'on change notre trajectoire. Et peut-être que Trump, c'est le choc dont on avait besoin. Pas trop méchant, c'est plutôt
moins méchant que, par exemple, l'Amazonie qui arrive à un point de bascule et qui se transforme en savane, avec toutes les conséquences climatiques que cela aurait. Trump est peut-être un moindre mal si on tire les leçons de l'après-Trump. Et s'il arrive à ne pas faire virer complètement complètement sortir. les États-Unis Ouais. en pouvoir fascisant et complètement pétrocratique. Est-ce que ça va pas donner justement aussi un objectif et une trajectoire à aller saisir pour la Chine qui aujourd'hui justement elle dit nous on maintient notre ambition, on a des engagements à 2060 et donc on va prendre cette première place finalement pour devenir un leader mondial sur la question environnementale. Oui. Alors la Chine a un objectif qui est vraiment très clair, c'est en 2049 être la première puissance mondiale pour le 100e anniversaire de la République populaire. 2060, la décarbonation, elle le tiendra. Elle est en bonne passe de dépolluer, de décarboner, d'être leader en énergie verte ou en captation, séquestration carbone, voire en exploitation des grands fonds marins, etc. Tous les dossiers que l'Amérique de Trump va peut-être abandonner, la Chine s'est placée depuis longtemps sur cette trajectoire-là. Peut-être que la Chine va succéder aux États-Unis comme hégémone. En tout cas, si on continue dans... Enfin, le futur immédiat, elle est en train de prendre l'avantage. On verra pour la suite, parce que même la Chine n'est pas à l'abri non plus d'accidents ou de contestations. Voilà. Tu évoques dans Cataclysme que les grandes transformations humaines, notamment l'agriculture, ont accéléré la crise écologique actuelle, on le disait tout à l'heure. Comment ces changements agricoles qui ont commencé dès le néolithique ont-ils influencé notre planète ? Alors, à la limite, je renverrai plutôt à mon dernier livre, Les forêts, où j'étudie justement l'interaction entre les forêts et l'agriculture dans le monde. C'est-à-dire qu'en gros, les terres les plus fertiles, elles sont sous les forêts parce que c'est le cycle naturel des arbres, des forêts, qui rend le sol fertile. Donc, les agriculteurs ont défriché les forêts pour avancer. Voilà. Et ceci a contribué à rigidifier le Proche-Orient et la Chine du Nord, a priori, d'après la plupart des spécialistes. Donc, ça a changé lentement le visage terrestre. Ensuite, il y a eu la métallurgie, les grands empires, etc. L'âge du bronze a été un moment où également on a continué à détruire les forêts. Or, les forêts font partie, en gros, des processus naturels qui équilibrent le vivant sur Terre et qui rendent la planète habitable. Aujourd'hui, on est un peu face à quelque chose... comment dirais-je, un point de bascule par rapport aux forêts. C'est-à-dire qu'on a des grandes forêts tropicales qui jusqu'ici, jusqu'à l'époque, jusqu'à un siècle ou deux, n'avaient pas trop été affectées par les humains. On a des forêts tempérées qui, elles, sont sous contrôle humain, c'est-à-dire que ce sont des forêts trop souvent monospécifiques, trop souvent simplifiées, qui ne jouent plus le rôle écosystémique des forêts. Et puis, on a des grandes forêts boréales, mais qui sont menacées par le changement climatique. Donc, l'agriculture, dans tout ça, c'est en gros avoir dévoré la moitié, l'agriculture et les civilisations plus largement, c'est avoir dévoré la moitié des forêts qui auraient été là spontanément présentes. En même temps, ce n'est pas forcément totalement négatif. J'ai mentionné tout à l'heure qu'on avait détruit les grands animaux. Il y en a beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il y a seulement 100 000 ans, il y avait au moins 27 espèces d'éléphantidés sur Terre. Aujourd'hui, il en reste 3. Les éléphants, partout dans le monde, ouvraient des grands espaces, ainsi que les grands animaux qui paissaient, etc. Ça contribuait à la biodiversité. C'est-à-dire qu'il fallait des clairières et des forêts. S'il n'y a pas de grands animaux, le nom du monde serait forêt. La Terre serait couverte de forêts partout où c'est possible au niveau climatique. Or, ce n'est pas le cas parce que les humains se sont substitués aux grands animaux pour ouvrir des espaces, ce qui fait qu'en fait, on a des gradients. Si on a des papillons, si on a des fleurs qui aiment pousser à l'ombre des arbres, d'autres qui poussent en plein soleil, si on a toute cette variété d'insectes, de plantes, d'animaux, c'est aussi grâce à l'action humaine qui a créé énormément d'écosystèmes. Aujourd'hui, ce qui est en train de tuer toute cette variété, cette variété du vivant qui s'est construite depuis 10 000 ans d'interaction entre les paysans et les écosystèmes, c'est parce qu'on a voulu industrialiser l'agriculture. Oui.
Voilà. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que les écosystèmes traditionnels entretenus par l'agriculture s'étaient substitués à d'autres écosystèmes qui préexistaient. Mais ils étaient variés biologiquement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui des monocultures. Et c'est ça sur lequel il faut revenir. La principale transformation de l'agriculture aujourd'hui, c'est de passer de la monoculture à la polyculture, de revenir vers la polyculture. Et comment on fait justement pour revenir c'est quoi Alors déjà, on écoute les scientifiques et on écoute secondairement les gens qui savent faire, c'est-à-dire les peuples autochtones. Il y a deux grandes catégories d'acteurs là-dedans qui ont amené des tonnes et des tonnes de savoir qui, pour l'instant, sont en train de moisir dans des tonnes et des tonnes de rapports qui ont été financés par la recherche publique et sur lesquels on s'assied parce qu'on estime qu'ils ne sont pas moins rentables que le business qui consiste à vendre des produits phytosanitaires, entre guillemets, c'est-à-dire des seeds, des poisons, des choses qui tuent, des herbicides, des Donc il y a des gens qui font en sorte d'endormir ces rapports et justement de les laisser le plus possible moisir. À l'INRAE, on a montré en long, en large et en travers, c'est-à-dire à l'organisme qui est en charge d'étudier l'agriculture en France, on a montré en long, en large et en travers les façons dont on pouvait se livrer à des polycultures, pourquoi les haies étaient cruciales, comment on pouvait avoir moins d'azote, par exemple, artificiel, produit avec du gaz naturel, et réinjecter plus d'azote produit à partir des haies, des forêts, etc., dans les écosystèmes. Comment on pouvait arriver à revenir à des grands équilibres que nos ancêtres maîtrisaient parfaitement sur les rotations de culture. Tu me diras, on en fait des rotations de culture, mais on en fait en les optimisant avec de la chimie. On peut sortir progressivement de la chimie et faire des écosystèmes qui produisent davantage. Il faudra un peu plus de main-d'œuvre, il faudra des campagnes plus vivantes, mais c'est après tout ce dont on a besoin. Je ne sais pas comment le dire simplement, mais par exemple, les forêts comestibles. Sous les tropiques, il y a des communautés qui produisent des forêts avec différents étages de végétation et où tout produit de la nourriture en rotation toute l'année. Et on peut faire la même chose en France. Ça se fait, il y a des particuliers qui se sont lancés dans l'expérience. On obtient une productivité de nourriture bien supérieure à l'hectare, mais on ne va pas mécaniser le truc et on n'a pas besoin de passer des produits phytosanitaires. En d'autres termes, ça n'intéresse pas les industriels. Qui, du coup, n'ont pas mais ne font pas c'est autant très autonomisant pour les communautés qui le font. Et c'est souvent des peuples autochtones qui le font sous les tropiques. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui veulent survivre, qui sont à l'écart du système et qui veulent survivre. Et c'est complètement méprisé par les États présents, parce que pour eux, ce n'est pas bankable. On ne construit pas une grosse économie de grandes entreprises sur ces questions-là. Ce sont des choses... Il y en a que ça dérange et qui veulent absolument... Il y en a que ça dérange. Ce sont des choses qui autonomisent les collectifs. Or, aujourd'hui, en temps de changement climatique, en temps de risque de rupture d'approvisionnement sur un certain nombre de matières cruciales, on a besoin d'autonomiser les communautés. Donc, à la limite, j'encourage les associations ou les petits collectifs à s'emparer de ces questions-là et à réfléchir à d'autres formes d'agriculture. D'ailleurs, elles le font très bien. On voit aujourd'hui des gens qui reviennent à la terre, qui abandonnent des grandes études et qui se disent « Tiens, je vais essayer de construire une autonomie alimentaire quelque part. » Donc, les forêts comestibles ou tout ce genre de dispositifs, le maraîchage, mais le maraîchage intelligemment mené, avec du bio, avec une réflexion sur l'association des végétaux, voilà. Tout ça, ça permettra justement de faire face aux risques de chaos climatique qui nous menacent. Je voudrais qu'on parle de modèle économique de croissance infinie. Qui est souvent et à juste titre critiqué aujourd'hui. Quelle alternative, toi, par exemple, tu verrais, tu proposerais pour une économie plus respectueuse de la planète et quelles sont les premières étapes pour commencer cette transition à l'échelle mondiale? Comment est-ce que, face à une croissance infinie... Je ne vais pas être très original. La première chose, ce sont les normes qui sont fixées par les États. Les États sont censés lutter pour le bien commun. Pour l'instant, ils ne le font pas. Ils favorisent outrancièrement l'économie parce que les grandes firmes économiques sont l'alpha et l'oméga de la puissance.
Voilà. Et notamment les grandes firmes pétrolières, pétrochimiques. Voilà. Donc, pour l'instant, les États n'agissent pour le bien commun que de manière secondaire. Il faut que ce soit la manière primaire. Il faut que tous les États se rencontrent autour d'une table et décident que les règles économiques sont les suivantes et les appliquent aux entreprises. Les entreprises, elles ont pour but de faire du profit. Est-ce que ce n'est pas le but de ces COP, justement, de ces sommets internationaux qui visent justement à réunir tous ces dirigeants? Les COP sont indicatives. Les COP disent on s'engage sur la base du volontariat. Mais sur pour une l'instant, projection généralement à très long terme. Sur des projections, pas forcément à long terme, mais pour l'instant, les objectifs d'intérêt commun, on va dire écologiques pour faire court, sont subordonnés aux objectifs économiques. C'est-à-dire que les grandes firmes ne supportent pas les entraves à leurs activités. Et c'est ainsi qu'il faut lire l'élection de Trump. Pourquoi est-ce que des gens comme Musk ou autres ont fait allégeance à Trump? C'est bien parce qu'ils ne veulent aucune entrave à leur activité. Ils veulent devenir des demi-dieux. Et pour cela, ils ont besoin d'un monde où personne ne leur dit de rester dans le bac à sable. Ils ont besoin de ne pas avoir de limites. Voilà. Donc, mon conseil serait effectivement... serrer les dents, laisser passer la parenthèse Trump et autres et essayer de faire en sorte d'avoir des dirigeants lucides, capables de s'asseoir autour d'une table et de dire on pose telle limite à l'activité des entreprises et de manière juste à l'échelle mondiale. Ça implique de lutter contre les paradis fiscaux. Ce qu'on a commencé à faire, les États sont en train de reprendre la main. On est dans un monde où tout le monde sent que les ressources sont finies. Voilà. Personne ne croit en une croissance infinie. En quoi croient les grands de ce monde, c'est la prédation sur les autres. Et c'est ce que nous dit l'histoire. L'Europe, elle est sortie du sous-développement en drainant des ressources du monde entier, grâce aux colonies, grâce à sa mainmise accidentelle sur les Amériques, qui lui ont fourni énormément de ressources. C'est ce qu'on appelle les hectares fantômes, des ressources agricoles à travers le sucre, à travers différentes cultures qui étaient sous-traitées sur les Amériques. Et la Chine, elle rêve de faire la même chose. Elle préempte l'Afrique parce qu'elle a besoin de terre, parce qu'elle a besoin de ressources, etc. Elle est en train de jouer au Go pour étouffer la planète entière afin de drainer des ressources du monde entier. Les États-Unis, maladroitement, essayent de faire la même chose. Et nous, on est au milieu. Et il faut qu'on soit conscient de ces enjeux-là pour savoir comment les contrer et arriver avec un discours qui dit non, en Europe, on propose plutôt de jouer le bien commun, d'avoir des normes, d'essayer de partager les ressources de manière équitable, de façon à ce que personne ne soit lésé. L'autre trajectoire, c'est une trajectoire obésienne, la guerre de tous contre tous, elle mène au chaos. Il faut être clair, ce que Trump et Xi Jinping sont en train de nous construire, c'est un monde chaotique. Donc il faut espérer que ça n'aura qu'un temps et qu'à un moment, on viendra autour de la table après un choc colossal et qu'on se dira, voilà, on arrête maintenant. Ça s'est déjà passé dans le passé. Je pense aux accords de Westphalie au XVIIe siècle. L'Europe était en train de s'entretuer. Tous les États ont failli culbuter dans la période 1618-1648, pendant la guerre de 30 ans. Et à la fin, ils se sont réunis autour d'une table et ils ont dit, OK, on va construire la nation. Ils ne l'ont pas formulé comme ça, ils ne savaient pas ce qu'était un État-nation. Mais de facto, c'était un moment où on a construit une diplomatie entre États pour se dire on ne va pas jusqu'au bout. Donc la réponse doit être européenne. La réponse doit être européenne puis mondiale. Mais pour moi, effectivement, il faut créer une Europe qui non seulement ne renonce pas aux normes écologiques exigeantes qu'elle s'était fixées et qu'elle est en train de détricoter, mais qu'elle parvienne à les négocier avec la Terre entière pour sortir, pour ne pas se diriger vers le chaos. Sur un sujet d'actualité, là, on a vu Donald Trump justement récemment lancer un démantèlement du ministère de l'Éducation aux États-Unis. Comment toi tu vis cette décision et quel impact cela pourrait-il avoir sur l'éducation et l'innovation justement face aux défis mondiaux? Alors, tout à l'heure, dans le train qui m'a mené jusqu'ici, je voyais une dame qui lisait un livre qui est très intéressant qui s'appelle LTI. La langue du Troisième Reich. Oui. C'est un nommé Victor Klemperer, qui est un linguiste qui a documenté les mots interdits par
le nazisme, fascisme, peu importe comment on appelle ça. Une des premières mesures de Trump, finalement, c'est d'interdire d'utiliser certains mots. Oui. Aux motifs qui sont woke, donc ça serait le climat, ça serait les trans, ça serait tout ce qui le dérange. Et rien de plus, comment dirais-je, révélateur d'une dérive fascisante que de vouloir interdire des mots. Ouais. Voilà. Ça passe par l'éducation, bien entendu. Tu contrôles l'éducation, tu contrôles ce que les enfants penseront dans le futur. Est-ce que ça a un impact sur l'innovation ? Je n'en suis pas si sûr parce que la Chine contrôle déjà bien son éducation, ce qui n'empêche pas de former des millions d'ingénieurs chaque année et de déposer aujourd'hui des brevets à tour de bras. L'innovation, parce qu'elle repose sur des recherches en silo, on peut très bien la continuer, même avec une éducation qui a été paralysée. Au contraire, à la limite, c'est quand on a accès à l'esprit critique, quand on a accès à une formation de citoyens, on est probablement moins malléable et plus enclin à défendre ses libertés. Donc, je comprends très bien l'objectif de Trump. Je ne pense pas que cela nuise à l'innovation s'ils veulent de l'innovation purement techno. Ouais. Parce que, ils peuvent drainer des cerveaux du monde entier aux États-Unis si ça leur fait plaisir. Et 2, ça n'empêche pas l'innovation d'élever des gens dans l'ignorance d'un certain nombre de faits fondamentaux, parce qu'on a juste besoin qu'ils soient hyper spécialisés sur, je ne sais pas moi, la physique de l'air, si on veut créer une fusée, voilà, ou sur les carburants, ou sur... Voilà. Et il n'y a pas besoin d'esprit critique pour faire de l'innovation techno. Complètement. Un petit mot peut-être sur la Columbia University, tu as peut-être suivi de ça, mais avec ce gouvernement justement qui veut modifier les politiques sur la liberté académique, comment tu vois justement cette montée des tensions entre gouvernement et institutions académiques, et est-ce que cela pourrait justement avoir un impact sur cette recherche scientifique dans un futur proche. Alors le fait que Trump et Musk aient coupé, sabré, n'importe comment à l'aveugle dans la recherche scientifique aura forcément des conséquences. Il est trop tôt pour dire lesquelles. Il est trop tôt pour savoir ce qui va disparaître, quels élans vont être cassés, quelles dynamiques vont se créer ailleurs, vont se déplacer, etc. Oui, ça va avoir un effet, bien évidemment. Il cherche à rendre aveugle au changement climatique en attaquant la NOAA, par exemple, qui donne des données climatiques, en obligeant la NASA à couper certains programmes cruciaux, en réorientant budgétairement les programmes d'université comme la Columbia, et il y en a d'autres qui viendront derrière, en forçant des campus à fermer, littéralement, parce qu'ils sont trop critiques de certaines choses. Pour ma part, j'ai confiance dans le tissu intellectuel américain. Je pense qu'il est résilient. Je pense que les chercheurs vont plier les chines, d'autres vont se rébeller, d'autres vont s'exiler, mais qu'il y a une formidable créativité pour conserver des pans entiers de ce savoir. Les cerveaux seront encore là après Trump. Oui. Et je n'exclus pas que ce soit reconstruit derrière, et peut-être de manière encore plus pertinente. On aura appris justement de cette phase-là. On verra. De toute façon, j'ai l'impression que de notre point de vue, on ne peut pas y faire grand-chose, à part éventuellement accueillir quelques chercheurs qui souhaiteraient traverser l'Atlantique. Récemment, donc, le Premier ministre australien, Anthony Albanese, qui a commandé une révision du travail des 10 agences de renseignement du pays en septembre 2023, et le rapport de 2024 conclut que le conflit entre grandes puissances n'est plus inimaginable et que de nouvelles menaces pour la sécurité sont apparues, amplifiées par des changements technologiques qu'on connaît. Mais l'Australie, ce n'est pas le seul pays qui a des inquiétudes aujourd'hui. Comment toi, tu analyses cette situation ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un conflit qui est possible ? Alors, dans la littérature sur, comment dirais-je, géopolitique, c'est un champ que je suis beaucoup, il est très clair depuis plusieurs années, en tout cas dans la production américaine, qu'ils envisagent une guerre à grande échelle contre la Chine qui peut prendre... voilà, en gros, ils en reviennent au logiciel de la guerre froide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 grandes puissances dans le monde, les États-Unis qui ne veulent pas se laisser détrôner et la Chine qui voudrait arriver numéro 1.
et que cet antagonisme-là peut prendre soit la forme que ça avait entre l'Union soviétique et les États-Unis durant la guerre froide, c'est-à-dire un conflit par proxy interposé, des zones de conflit où chacun essaye de jouer aux échecs ou au go avec l'autre, ou celle d'un affrontement direct qui n'est pas à exclure. Les États-Unis peuvent se dire on va être surclassé, il faut frapper préventivement. La Chine peut se dire ils vont nous frapper préventivement, autant être les premiers à se déployer et essayer de prendre Taïwan, par exemple. Tout est possible. En tout cas, les budgets militaires mondiaux ont augmenté d'un tiers ces 2 dernières années, motivés essentiellement par les dépenses américaines et chinoises. Les Américains dépensent beaucoup plus que les Chinois, mais à parité de pouvoir d'achat, la Chine dépense un peu plus. Donc, dans cette course-là, c'est pas dit que les États-Unis maintiennent leur avance longtemps. Chacun a fait des paris technologiques qu'on essaye de suivre, les missiles hypersoniques qui permettent de délivrer des bombes nucléaires à quelques minutes pour traverser. En moins d'une demi-heure pour traverser les océans, avec des comment dirais-je, un usage, un recours de plus en plus fréquent à l'intelligence artificielle embarquée, avec des choses qui sont absolument terrifiantes. En fait, j'ai été facilitateur d'un rapport sur la question justement des armes nouvelles, et c'est terrifiant à en faire des cauchemars. Il faut arrêter cette folie, c'est bien évident. Aujourd'hui, une guerre qui sera de plus en plus silencieuse et avec des méthodes qui sont... c'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur ce sujet-là. J'ai eu la chance ou la malchance, c'est selon, parce que ça donne des sueurs froides de travailler avec Jean-Michel Valentin qui vient de publier un livre sur l'hyperguerre, c'est-à-dire la guerre boostée à l'IA. Ouais. Voilà, je renvoie au blog qu'il tient avec Hélène Lavoie sur la Red Team Analysis, où justement il parle de ces guerres, du développement des drones et de la conjonction drone-IA, qui est particulièrement terrifiante. En fait, c'est ce que les Chinois et les Américains sont en train de développer. Et derrière, c'est ce que tous les acteurs des guerres, israéliens, russes, ukrainiens, sont en train de faire, de tester. Voilà. On consacrerait moins de la moitié du budget consacré aux armes. Aujourd'hui, on éradiquerait la faim et la pauvreté dans le monde. On remplirait les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Pour l'instant, les grandes puissances ont choisi de faire la course à la puissance plutôt que la course au bien commun. Il faut en être conscient pour savoir comment on se positionne par rapport à ça. Voilà. Peut-être, ça commence par boycotter les firmes qui participent à cette course-là. Voilà. Google avait pour devise « Ne fais pas le mal, don't be evil ». Or, aujourd'hui, ils acceptent de travailler pour des drones tueurs. Et ils ont changé leur politique. Il en est de même d'un certain nombre de firmes de la Silicon Valley qui travaillent avec des entreprises qui programment des drones tueurs. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas temps d'affaiblir ces gens-là en évitant d'utiliser leur camelote? C'est une question, hein, je la pose. C'est extrêmement difficile parce qu'effectivement, nous sommes tous en train d'utiliser des interfaces qui ont été pensées. Enfin, quand on utilise un Android ou un iPhone, on est dans des écosystèmes qui participent du recueil de données, qui participent à enrichir cette course. Donc la question, c'est on fait comment, on en sort comment? Il y a des informaticiens qui commencent à évoquer des solutions. C'est des questions qu'il importe de se poser. Pour finir, Laurent, moi je voudrais savoir, après tout ce qu'on vient de se dire, on est passé par différents sujets, on a parlé d'agriculture, on a parlé de l'avenir de l'humanité, on a parlé de politique actuelle. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te donne de l'espoir pour l'avenir ? Sur quoi tu as envie de... La résilience humaine et l'empathie. C'est-à-dire que même sur des endroits qui ont été dévastés par la guerre, quand j'ai commencé à travailler comme journaliste, je suis passé par des théâtres de guerre. Les gens manifestaient une formidable empathie, une capacité à accueillir l'étranger, voilà, que ce soit au Liban, que ce soit en Bosnie. J'ai toujours trouvé de la générosité.
Voilà. Il n'avait rien, mais il partageait tout. Voilà. Et quelque part, à un moment, j'ai envie de dire, les humains ne réagissent pas comme des algorithmes. Ouais. Ils ne sont jamais des monstres froids. Et ce qui me donne espoir, c'est que même au fond de l'abîme, les gens ont toujours le sourire, la main tendue. Voilà. Et finalement, nous qui avons plein de biens, nous sommes devenus complètement égoïstes, complètement fermés à la douleur d'autrui. Et peut-être il faut qu'on se retourne en arrière et qu'on apprenne à être plus humain. Voilà. Qu'on apprenne aussi à se mobiliser politiquement contre certaines choses qui sont inacceptables, parce qu'on peut bien se scandaliser du sort que Trump réserve aux migrants en expulsant à tour de bras, en rendant illégaux des gens qui sont rentrés légalement sur le territoire américain. Mais avec nos impôts, nous finançons un dispositif qui s'appelle Frontex et qui a transformé la Méditerranée en cimetière. Il faut quand même le savoir. Nous sommes responsables aussi d'une partie de la douleur du monde. Et il faut accepter de regarder dans notre conscience et de dire il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans la politique que font nos gouvernants. Il y a des discours qu'on ne devrait pas entendre, sur les migrants notamment. Et là-dessus, j'invite vraiment chacun à faire un examen de conscience et à se documenter sur ce qu'est le phénomène des migrants dans un monde qui se réchauffe. Parce que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus un enjeu éthique. Par rapport... Nous avons la chance encore d'être dans un pays développé, d'être dans un pays tempéré, de pouvoir vivre dignement. Ce n'est pas le cas de tous sur la planète. Et qu'est-ce qu'on fait de cette donnée-là ? Voilà. Et ça conditionnera l'humain que nous serons demain. C'est un peu le message que je voudrais passer. Que tu fais passer et que nos auditeurs sur Leaf Media pourront prendre. Un grand merci Laurent Testaux pour cet échange qui était passionnant. On a essayé de passer en revue un certain nombre de sujets. Ça aurait pu durer 1 heure de plus tant ces sujets sont cruciaux et passionnants. Un grand merci de nous avoir écoutés sur Leaf Media. Je vous invite à liker, à commenter, à nous faire part de vos retours pour co-construire les prochains épisodes avec nos invités. Et abonnez-vous également à la newsletter de Leaf pour rester au courant de tous les sujets du moment. On vous invite en tant qu'entreprise, vous le savez, à vous engager avec Greenly sur des sujets de bilan carbone, d'analyse de cycle de vie, ou que ce soit pour des sujets réglementaires, CSRD, CBAM, etc. Je vous retrouve quant à moi très prochainement pour un nouvel épisode sur Leaf Media. Merci Laurent et à très bientôt. Merci Arnaud.